Alors que l'Europe regardait vers Hitler, une guerre totale faisait déjà rage en Asie. Des villes furent rasées, des millions de personnes furent tuées, et des crimes ne firent jamais les gros titres occidentaux. Ce qui s'est passé en Chine entre 1931 et 1945 fut délibérément passé sous silence. L'occupation japonaise n'était pas seulement militaire, elle était systématique, scientifique et brutale. Et au milieu du chaos, une guerre interne fragmenta davantage la résistance. Ni les Alliés, ni la presse, ni les manuels scolaires ne racontèrent toute l'histoire. Pourquoi cette partie de l'histoire fut-elle cachée ? Que s'est-il réellement passé en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale ? L'Asie enflamme la guerre mondiale que personne ne voulait raconter. Le récit conventionnel situe le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, lorsque les divisions allemandes franchirent la frontière polonaise. Cette vision eurocentrique omet délibérément une réalité brutale. Le conflit mondial avait commencé des années plus tôt dans les vastes plaines d'Asie, où une puissance impériale déclencha une campagne de conquête qui devait durer 14 ans. Dans la nuit du 18 septembre 1931, une explosion mineure endommagea une section du chemin de fer de Mandchourie du Sud près de la ville de Mukden. Les dommages étaient si insignifiants que les trains continuèrent de circuler sans interruption. Cependant, cette petite explosion allait devenir le prétexte de l'une des invasions les plus dévastatrices du XXe siècle. L'Empire du Japon convoitait la région de Mandchourie depuis des décennies. Riche en charbon, en fer et en terres fertiles, elle représentait l'espace vital que les stratèges japonais considéraient comme indispensable à la survie nationale. La Chine en 1931 présentait un panorama de désintégration politique extrême. 2 décennies après l'effondrement dynastique de 1912, le territoire national restait sous le contrôle de seigneurs de guerre régionaux, tandis que 2 mouvements politiques antagonistes émergèrent. Le projet républicain du Kuomintang sous Chiang Kai-shek et la révolution prolétarienne du Parti communiste, dirigée par Mao Tse-tung. L'armée du Kwantung, l'élite militaire japonaise déployée en Mandchourie, n'attendit pas les ordres de Tokyo. Immédiatement après l'explosion, ils accusèrent des saboteurs chinois et lancèrent une offensive qui leur donna le contrôle de pratiquement toute la région en 1 semaine. Chiang Kai-shek, confronté à de multiples crises internes, ordonna à ses troupes de se retirer pour éviter une escalade totale. C'était une décision qu'il paierait de son sang pendant les 14 années suivantes. La communauté internationale réagit avec la tiédeur caractéristique d'une époque dominée par la dépression économique et l'isolationnisme politique. La Société des Nations condamna l'agression japonaise dans le rapport Lytton de 1933, mais n'imposa aucune sanction réelle. Le Japon, dans un geste de mépris, se retira de l'organisation et consolida son contrôle en établissant l'état fantoche du Manchukuo avec l'ancien empereur chinois Puyi comme figure de proue. Au cours des années suivantes, le Japon poursuivit une politique d'expansion graduelle que les diplomates appelèrent euphémiquement « avancée régulière ». Chaque mois apportait de nouvelles provocations, de nouveaux incidents frontaliers et de nouvelles revendications territoriales. Les ministères des Affaires étrangères occidentaux, plongés dans la crise économique mondiale et principalement préoccupés par la montée du nazisme en Europe, reléguèrent les événements asiatiques à la catégorie de conflits régionaux sans pertinence pour l'équilibre mondial des pouvoirs. Cette indifférence délibérée valida l'agression japonaise et établit un précédent dangereux. Les démocraties occidentales avaient démontré que la violence expansionniste pouvait être menée sans conséquences réelles tant qu'elle se produisait assez loin de leurs frontières immédiates. Les tensions qui s'accumulaient depuis 6 ans explosèrent finalement dans la nuit du 7 juillet 1937. Une unité de l'armée japonaise effectuant des manœuvres près du pont Marco Polo à l'extérieur de Pékin prétendit que l'un de leurs soldats avait disparu. Ils exigèrent d'entrer dans le village de Wanping pour le chercher. Les forces chinoises refusèrent. Ce qui suivit ne fut pas simplement une autre escarmouche, mais le déclenchement d'une guerre totale. Contrairement à 1931, cette fois Chiang Kai-shek décida de résister. Les combats se propagèrent rapidement des banlieues de Pékin à Shanghai et de là à toute la Chine. Les soldats japonais qui avaient soi-disant disparu furent retrouvés sains et saufs quelques heures plus tard, mais il était trop tard. La Seconde Guerre mondiale avait commencé en Asie 2 ans avant qu'Hitler n'envahisse la Pologne. L'inaction des démocraties occidentales face à cette escalade était due à de multiples facteurs complexes. Il y avait un préjugé racial profondément enraciné qui minimisait l'importance des conflits asiatiques. Les États-Unis étaient imprégnés d'une doctrine d'isolationnisme qui évitait tout engagement international. La Grande-Bretagne et la France étaient plus préoccupées par le réarmement allemand que par les ambitions japonaises sur un continent lointain.
De plus, les relations commerciales avec le Japon étaient vitales pour de nombreuses économies occidentales. L'Empire japonais était perçu comme un rempart contre l'expansion communiste soviétique en Asie, un moindre mal comparé à la menace bolchevique. L'espoir était que la Chine et le Japon parviendraient à un règlement négocié qui stabiliserait la région, sans nécessité d'intervention extérieure. Mais au-delà des élites politiques, il y avait aussi une indifférence médiatique structurelle. La couverture par les journaux occidentaux de l'invasion de la Mandchourie était rare. Et lorsqu'elle était publiée, elle était généralement présentée comme un incident asiatique sans conséquence mondiale. En revanche, l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935 reçut plus de gros titres, d'éditoriaux et de débats diplomatiques. Cette différence ne reflétait pas la gravité du conflit, mais plutôt la proximité culturelle et coloniale que l'Europe ressentait envers l'Afrique par opposition à l'Asie, perçue comme exotique et lointaine. La presse américaine, au milieu de la Grande Dépression, privilégia également les questions économiques nationales, reléguant la guerre en Chine à des sections secondaires ou la traitant avec un ton neutre qui omettait la brutalité de l'agression japonaise. Cet aveuglement médiatique contribua à ce que l'opinion publique ne fasse pas pression sur ses gouvernements pour agir. Même lorsque le Japon établit l'état fantoche du Manchukuo et installa l'empereur déchu Puyi comme figure de proue, peu de médias l'interprétèrent comme un signe de l'expansionnisme systématique à venir. Le désintérêt mondial, tant institutionnel qu'informationnel, permit à l'Empire japonais de consolider sa domination sans faire face à une opposition sérieuse, incubant ainsi un front de guerre mondial qui serait ignoré jusqu'à ce qu'il devienne impossible à contenir. L'avancée implacable, comment le Japon écrasa la Chine. La machine de guerre japonaise se déplaça avec la précision chirurgicale d'une opération militaire parfaitement planifiée. Après l'incident du pont Marco Polo, le haut commandement impérial ne perdit pas de temps pour lancer une campagne éclair conçue pour briser la résistance chinoise avant qu'elle ne puisse s'organiser efficacement. L'objectif était clair, occuper les centres urbains les plus importants, couper les routes d'approvisionnement vitales et forcer une reddition rapide du gouvernement nationaliste. Pékin tomba en moins de 3 semaines. Les troupes japonaises vétérans et bien équipées submergèrent les défenses chinoises avec une facilité qui surprit même leurs propres commandants. Les forces déployées dans le nord du pays étaient principalement des milices mal entraînées, nominalement loyales à Chiang Kai-shek, mais inexpérimentées en combat moderne. Le 30 juillet 1937, Pékin et la ville voisine de Tianjin étaient sous contrôle impérial, donnant au Japon le contrôle des lignes ferroviaires vers le sud et un accès direct aux ressources de la Mandchourie. La rapidité de la conquête généra la panique dans tout le pays. Des millions de réfugiés commencèrent à fuir vers l'intérieur, chargeant leurs biens sur des charrettes et emmenant leurs familles sur des routes qui allaient bientôt devenir des champs de bataille. L'exode massif fit s'effondrer le système de transport et créa une crise humanitaire que le gouvernement nationaliste était mal préparé à gérer. Conscient que la chute d'autres villes clés pourrait signifier la fin de la résistance, Chiang Kai-shek prit une décision désespérée de défendre Shanghai à tout prix. La ville cosmopolite, avec ses concessions internationales et son importance économique, était un symbole de la puissance moderne de la Chine. Sa perte serait non seulement un coup stratégique, mais aussi psychologique. La bataille commença le 13 août lorsque les forces chinoises attaquèrent les positions japonaises dans la concession internationale. Les Japonais, initialement en infériorité numérique, demandèrent des renforts urgents depuis les bases navales de l'archipel. En quelques semaines, plus de 300 000 troupes impériales débarquèrent dans la région, soutenues par une flottille complète et des avions de combat. Les combats urbains à Shanghai furent d'une intensité rarement vue auparavant. Les divisions d'élite de l'armée révolutionnaire nationale, notamment les 87e et 88e divisions, combattirent immeuble par immeuble, rue par rue dans une résistance acharnée qui dura 3 mois. Les soldats chinois, bien que mal équipés, démontrèrent un niveau d'abnégation qui surprit les observateurs internationaux, habitués à considérer la Chine comme une puissance militaire méprisable. Cependant, l'écart technologique était stupéfiant. Les avions japonais bombardèrent sans discrimination des quartiers entiers, tandis que l'artillerie lourde réduisit des districts entiers en décombres fumants. La supériorité navale permit aux Japonais de contrôler la rivière Huangpu et de bombarder les positions chinoises sous de multiples angles. En novembre, la ville était tombée, laissant plus de 200 000 soldats chinois morts ou blessés, et une métropole réduite en ruines. Avec Shanghai sous contrôle japonais, l'objectif suivant était inévitable. Nankin, la capitale nationaliste. Chiang Kai-shek, reconnaissant que la ville ne pouvait être efficacement défendue,
ordonna l'évacuation du gouvernement vers Chongqing dans l'intérieur montagneux du pays. Cependant, il laissa une importante garnison sous le commandement du général Tang Shengzi, espérant retarder l'avancée ennemie. L'offensive sur Nankin commença en décembre 1937. Les forces japonaises encerclèrent la ville avec une stratégie d'encerclement total, coupant toutes les routes d'évacuation. La défense chinoise, composée de troupes épuisées des batailles précédentes, tint bon pendant des jours dans des conditions désespérées. Beaucoup de soldats manquaient de munitions suffisantes et les fournitures médicales s'étaient épuisées des semaines plus tôt. Le 13 décembre, les lignes chinoises s'effondrèrent. Ce qui suivit ne fut pas une occupation militaire conventionnelle, mais un épisode de barbarie qui allait souiller à jamais la réputation de l'armée impériale. Pendant 6 semaines, les troupes japonaises déchaînèrent une orgie de violence systématique qui entraîna la mort de entre 200 000 et 300 000 civils. Le choix des cibles par l'état-major général japonais n'était pas aléatoire. La stratégie suivait un schéma logique. Capturer les villes interconnectées par des chemins de fer, des ports maritimes et des rivières navigables. Chaque conquête facilitait l'approvisionnement des troupes et étranglait simultanément la capacité logistique de l'ennemi. En contrôlant Pékin et Tianjin, ils sécurisèrent l'accès à la Mandchourie. Avec Shanghai, ils dominèrent le principal port oriental. Avec Nankin, ils décapitèrent l'administration centrale chinoise. La Chine, avec son infrastructure limitée et son vaste territoire, ne pouvait pas répondre aussi efficacement. La mobilisation des troupes était précaire, les approvisionnements rares et la communication entre les fronts pratiquement inexistante. Chaque défaite laissait des millions de civils exposés à l'occupation et chaque ville capturée devenait un centre de répression et d'exploitation des ressources. Les forces de défense chinoises souffraient de déficiences structurelles qui étaient dramatiquement évidentes à chaque confrontation. Au-delà de l'équipement obsolète et de la formation médiocre, le problème fondamental résidait dans l'absence de coordination stratégique nationale et l'interférence persistante d'intérêts politiques fractionnels dans les décisions militaires. De nombreuses unités arrivèrent au front sans uniformes adéquats, avec des armes obsolètes et sans connaissance de base des tactiques de guerre modernes. De plus, Chiang Kai-shek faisait face au dilemme de se battre sur 2 fronts, contre les envahisseurs japonais et contre les communistes internes qui profitaient du chaos pour étendre leur influence dans les zones rurales. Cette division stratégique condamna l'effort militaire à être désorganisé et réactif, tandis que l'ennemi avançait avec une machine de guerre sophistiquée, soutenue par une industrie de guerre en expansion rapide. L'enfer sur Terre. Le massacre de Nankin. Le 13 décembre 1937, alors que les dernières défenses chinoises s'effondraient à Nankin, les habitants de la ville attendaient la fin de semaines de bombardements et de combats urbains. Ce qu'ils ne pouvaient pas anticiper, c'est que leur calvaire ne faisait que commencer. Au cours des 6 semaines suivantes, l'ancienne capitale chinoise allait devenir le théâtre de l'un des massacres les plus systématiques et brutaux du XXe siècle. Le massacre de Nankin n'était pas une explosion spontanée de violence militaire. C'était un crime organisé, toléré, et dans de nombreux cas ordonné par la hiérarchie de l'armée impériale japonaise. Les troupes entrant dans la ville sortaient de la bataille prolongée et sanglante de Shanghai, où elles avaient subi des pertes inhabituellement élevées. Cela généra un profond ressentiment envers les soldats chinois qu'ils percevaient comme inférieurs mais dangereusement résilients. Le général Iwane Matsui, commandant du front central, avait émis des instructions vagues concernant la protection des civils. Mais l'armée impériale manquait d'une structure policière capable de contrôler ses propres troupes. La plupart des soldats avaient été endoctrinés avec une propagande ultranationaliste qui déshumanisait les Chinois, les présentant comme des ennemis historiques et racialement inférieurs. Lorsque les lignes de défense chinoises s'effondrèrent, des milliers de soldats tentèrent de s'échapper de la ville ou se déguisèrent en civils pour survivre. L'absence d'un processus de reddition ordonné fut utilisée par les troupes japonaises pour justifier une campagne d'élimination massive. Tout homme en âge militaire pouvait être accusé d'être un combattant déguisé et exécuté sans procès. Les exécutions de masse commencèrent immédiatement après l'occupation. Des groupes d'hommes, militaires et civils, furent capturés et emmenés aux abords de la ville ou sur les rives du fleuve Yangtze. Là, ils furent tués par dizaines, centaines ou milliers. Les méthodes allaient des exécutions à la mitrailleuse aux décapitations avec des sabres samouraïs utilisés comme pratique par les officiers subalternes. L'un des massacres les plus documentés se produisit dans la zone du quai de Xiaguan où entre 50 000 et 70 000 prisonniers furent exécutés par lot systématique.
Certains furent enterrés vivants, d'autres jetés dans la rivière avec des pierres attachées autour du cou. La logique était purement exterminatrice, réduire le nombre de combattants potentiels et semer la terreur parmi la population survivante. La violence sexuelle à Nankin atteignit des proportions tout aussi systématiques. Au moins 20 000 femmes furent violées pendant la période d'occupation. Selon les documents compilés plus tard par les tribunaux internationaux, les victimes comprenaient des filles dès l'âge de 7 ans et des femmes âgées de plus de 70 ans. Dans de nombreux cas, les femmes furent violées en groupe par des escouades de soldats avant d'être assassinées pour éliminer les témoins. Les troupes japonaises établirent des bordels militaires où elles gardaient des femmes comme esclaves sexuelles pendant des jours ou des semaines. Les femmes enceintes furent éventrées, les jeunes filles mutilées avec des baïonnettes et des familles entières furent forcées d'assister à des viols avant d'être exécutées. L'horreur atteignit un tel extrême que certains officiers japonais tentèrent même d'établir des zones interdites d'accès pour leurs propres troupes. Un groupe de missionnaires étrangers, d'hommes d'affaires et de diplomates tenta de créer une zone de sécurité internationale au sein de la ville pour protéger la population civile. Parmi eux se distinguait John Rabe, directeur de Siemens en Chine et membre du parti nazi, qui utilisa son statut pour négocier avec les Japonais. Cette zone, couvrant 3 km², finit par héberger plus de 250 000 civils. Bien que la zone réussît à sauver des dizaines de milliers de vies, elle fut violée à maintes reprises par des soldats japonais qui ignoraient l'autorité étrangère. Les membres du comité documentèrent méticuleusement les crimes à travers des lettres, des rapports et des journaux intimes. Rabe écrivit sur le meurtre d'au moins 50 000 personnes rien que dans les premiers jours, décrivant des scènes de décapitation massive et de fosses communes remplies de cadavres. Le correspondant allemand rapporta comment les soldats japonais organisaient des concours de décapitation, tenant des registres d'exécution comme s'il s'agissait de trophées sportifs. Les enfants étaient jetés en l'air et empalés à la baïonnette, tandis que les personnes âgées étaient utilisées comme cible d'entraînement pour les soldats novices. Le sadisme ne connaissait aucune limite apparente. Alors que les nouvelles du massacre commençaient à filtrer à l'étranger, les autorités japonaises entreprirent une dissimulation systématique. Ils censurèrent les reportages de presse, expulsèrent les correspondants étrangers et interdirent la photographie. Ils ordonnèrent également aux unités militaires de détruire les corps, de brûler les documents et de nier toutes les accusations. Cependant, plusieurs preuves survécurent à la dissimulation. Des photographies clandestines prises par des soldats japonais, des rapports détaillés de diplomates tels que George Fitch et Lewis Smythe, et des témoignages de survivants furent compilés par des organisations internationales. Ces preuves se révéleraient plus tard déterminantes dans le tribunal des crimes de guerre en Extrême-Orient. Lors des procès de guerre de Tokyo entre 1946 et 1948, plusieurs officiers furent inculpés pour crimes de guerre, dont le général Matsui et le prince Asaka. Cependant, de nombreux autres auteurs échappèrent à la punition, et le Japon n'a jamais officiellement reconnu le nombre total de victimes, ni présenté d'excuses officielles complètes de l'État. Le massacre de Nankin eut des conséquences qui dépassèrent la tragédie humanitaire immédiate. La terreur semée par les Japonais généra des millions de personnes déplacées internes et un effondrement de l'administration publique dans toute la partie orientale du pays. Paradoxalement, loin de faciliter une reddition rapide, comme certains secteurs du commandement japonais l'avaient espéré, le massacre renforça le sentiment nationaliste chinois. Le gouvernement de Chiang Kai-shek utilisa les atrocités comme propagande pour justifier une guerre de résistance prolongée. En revanche, les communistes capitalisèrent sur ce mécontentement généralisé pour se présenter comme la force authentique de résistance nationale. Un message qui résonna particulièrement dans les régions rurales où les paysans traumatisés par des années de violence occupationnelle trouvèrent dans la rhétorique anti-impérialiste une explication cohérente à leurs souffrances. Victime de la science, l'horreur silencieuse de l'unité 731. À la périphérie de Harbin, en Mandchourie, se dressait un complexe qui fonctionnait officiellement comme une usine de purification d'eau entourée de barbelés et de tours de garde. L'installation abritait des laboratoires, des salles d'opération, des cellules d'isolement et des crématoriums. Nommée Unité 731, elle représentait la perversion la plus absolue de la science médicale au service de l'extermination. L'Unité 731 fut créée en 1932 par le médecin militaire Shiro Ishii, qui convainquit le haut commandement japonais que les armes biologiques seraient décisives dans les futurs conflits. Ishii, officier charismatique et ambitieux, avait étudié dans des universités occidentales et connaissait les avancées en bactériologie et virologie.
Sa proposition était simple, développer des agents pathogènes capables de décimer les armées ennemies sans besoin de combats conventionnels. Le véritable objectif du complexe était le développement, le test et la production de masse d'agents létaux. Peste bubonique, anthrax, choléra, typhoïde, dysenterie et autres agents pathogènes. Mais ce qui était encore plus sinistre, c'était le fait que le matériel expérimental était des êtres humains vivants. Des paysans, des prisonniers politiques, des femmes enceintes, des enfants et des soldats capturés étaient utilisés comme cobayes dans des recherches qui transcendaient toutes les limites éthiques connues. Les scientifiques japonais avaient complètement déshumanisé leurs victimes, les appelant maruta ou bûches de bois. Cette terminologie n'était pas accidentelle. Elle facilitait psychologiquement la conduite d'expériences qui auraient autrement été impossibles. Les prisonniers étaient délibérément infectés par des maladies mortelles pour observer la progression de la maladie sans appliquer aucun traitement. Les méthodes employées dépassaient toute définition de la cruauté. Les victimes étaient disséquées vivantes, sans anesthésie, pour examiner les effets des infections sur les organes internes en temps réel. D'autres expériences incluaient des tests de congélation où les membres des prisonniers étaient immergés dans de l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils se solidifient, puis exposés à l'air jusqu'à ce que des cristaux de glace apparaissent sous la peau. Les médecins martelaient les membres congelés avec des objets métalliques pour étudier les fractures induites par l'hypothermie. Des études furent également menées sur la résistance aux conditions extrêmes, la famine forcée, les changements de pression barométrique, les injections de produits chimiques toxiques, l'exposition aux bombes incendiaires et les expériences sur la transmission de maladies vénériennes par viol systématique. Le docteur Yoshio Shinozuka, qui travailla comme technicien dans l'unité 731, décrivit plus tard comment ils ouvraient des corps conscients pour retirer des foies et des poumons infectés. Dans d'autres cas, ils libéraient des rats contaminés dans des cellules humaines pour provoquer des épidémies contrôlées. Des familles étaient utilisées pour étudier l'infection croisée entre différents groupes d'âge. L'unité 731 ne se limitait pas à la recherche en laboratoire. Une partie fondamentale de sa mission était de développer des armes applicables dans un combat réel. Des bombes spéciales furent conçues et fabriquées pour propager des maladies. La bombe à puce, qui libérait des insectes porteurs de peste bubonique, et la bombe à anthrax en céramique, capable de contaminer de vastes zones de terre et des sources d'eau. En 1940 et 1941, ces armes furent utilisées contre les populations civiles chinoises dans des villes telles que Ningbo et Changde. Des milliers de personnes moururent d'épidémies de peste et de choléra intentionnellement provoquées. Les avions de l'armée impériale larguèrent des sacs de riz imprégnés de puces contaminées, sachant que la population affamée ramasserait le contenu sans soupçonner le danger. Les effets furent dévastateurs. Des épidémies de peste bubonique dans des zones auparavant saines, la destruction des récoltes par des champignons expérimentaux et l'effondrement du système de santé dans des régions rurales entières. Les armes biologiques fonctionnaient non seulement comme instruments d'anéantissement, mais aussi comme outils psychologiques pour semer la terreur et démoraliser la population chinoise. Bien que l'unité 731 fût la plus connue, elle n'était pas la seule installation de ce type. L'armée japonaise établit un réseau de centres similaires sur tout le territoire occupé. L'unité 100, axée sur les toxines animales et végétales, opérait également en Mandchourie. L'unité 1644 à Nankin et l'unité 1855 à Pékin travaillaient en étroite collaboration avec l'installation principale. Ces centres partageaient des méthodes, du personnel et des objectifs, fonctionnant comme un réseau scientifique secret qui jouissait de la plus haute protection militaire. La participation d'universités et d'hôpitaux japonais fut également documentée, car de nombreux jeunes médecins étaient envoyés en Mandchourie dans le cadre de leur formation professionnelle. Le projet était présenté comme une question de gloire nationale et un devoir impérial. À la fin de la guerre, alors que l'empire japonais s'effondrait après les bombes atomiques et l'invasion soviétique de la Mandchourie, les commandants de l'unité 731 détruisirent systématiquement toutes les preuves. Les installations furent dynamitées, les documents brûlés et des milliers de corps enterrés dans des fosses communes ou incinérés dans des fours spécialement construits. Shiro Ishii ordonna à tout son personnel de jurer un silence perpétuel concernant leurs activités. Ce qui suivit fut l'une des dissimulations les plus réussies et honteuses de l'après-guerre. En échange de la remise de leurs données expérimentales au gouvernement américain, les principaux scientifiques de l'unité 731 obtinrent une immunité complète contre les poursuites.
Washington, obsédé par le déclenchement de la guerre froide et la course aux armements contre l'Union soviétique, considéra les résultats des expériences trop précieux pour être perdus dans des procédures judiciaires. Contrairement aux criminels nazis jugés à Nuremberg, les membres de l'unité 731 ne furent jamais poursuivis pour crimes de guerre. Beaucoup retournèrent au Japon, où ils occupèrent des postes élevés dans des universités prestigieuses, des hôpitaux publics et des entreprises pharmaceutiques. Shiroishi vécut en liberté jusqu'à sa mort en 1959, tandis que d'autres comme le docteur Masaji Kitano dirigèrent des laboratoires médicaux de renommée internationale. Pendant des décennies, l'existence de l'unité 731 fut catégoriquement niée par les autorités japonaises. Ce ne fut que dans les années 1980 et 1990, grâce aux témoignages de victimes survivantes et aux confessions de certains participants âgés, que l'histoire commença à être reconstituée. En 1997, un tribunal civil japonais reconnut l'existence des crimes, mais le gouvernement refuse toujours de présenter des excuses formelles ou de verser une compensation. L'ennemi intérieur, la Chine divisée. L'invasion japonaise de la Chine ne confronta pas un pays unifié sous une autorité centrale forte. Au contraire, elle rencontra une nation fragmentée par une guerre civile latente entre deux visions irréconciliables de l'avenir de la Chine. Le Kuomintang de Chiang Kai-shek contrôlait les grandes villes depuis sa capitale à Nankin, tandis que le parti communiste de Mao Zedong s'était installé dans la province reculée du Shaanxi après avoir achevé les piques Longue Marche. Jusqu'en juillet 1937, le KMT avait consacré la majeure partie de ses ressources militaires à l'éradication des communistes, les considérant comme une menace plus immédiate que les ambitions japonaises. La philosophie de Chiang était claire, d'abord pacifier intérieurement, puis résister extérieurement. Cette stratégie avait conduit à une série de campagnes d'extermination qui avaient drastiquement réduit les forces communistes et les avaient forcées à se retirer dans des régions montagneuses inaccessibles. Cependant, la brutalité de l'occupation japonaise, en particulier après le massacre de Nankin, força Chiang à repenser sa stratégie. Les protestations populaires s'intensifièrent, la pression internationale grandit et le spectaculaire incident de Xi'an en décembre 1936 avait montré que même ses propres généraux remettaient en question la priorité de combattre les communistes alors que les Japonais occupaient le pays. Le deuxième front uni fut annoncé en septembre 1937. Selon les termes de l'accord, le Parti communiste accepta de se subordonner formellement au KMT tandis que les deux forces s'engageaient à combattre ensemble contre l'envahisseur étranger. En pratique, cette alliance fut fragile dès le premier jour, caractérisée par une méfiance mutuelle, un sabotage dissimulé et des objectifs stratégiques divergents. Les différences tactiques entre les nationalistes et les communistes reflétaient des visions complètement opposées de la guerre moderne. Le KMT favorisait une stratégie de guerre conventionnelle axée sur la défense des villes clés, des lignes ferroviaires et des positions fortifiées. Cette approche nécessitait des troupes régulières bien équipées, de l'artillerie lourde et un soutien aérien, ressources qu'ils espéraient obtenir par l'aide militaire étrangère, en particulier de l'Union soviétique et plus tard des États-Unis. Le Parti communiste, en revanche, avait développé une doctrine de guérilla basée sur son expérience pendant la Longue Marche. De petites unités mobiles harcelaient l'ennemi, perturbaient les lignes d'approvisionnement et se retiraient rapidement vers des bases sécurisées dans les zones rurales. Cette stratégie, théoriquement subordonnée au commandement nationaliste, permit en réalité aux communistes d'étendre leur influence territoriale et politique. Les bases de libération communiste se multiplièrent dans tout le nord et l'est du pays, prenant le contrôle dans des régions où l'autorité du KMT était faible ou inexistante. L'offensive des 100 régiments, organisée par la 8e armée sous Pang De-Huai entre août et octobre 1940, démontra l'efficacité de ces tactiques. Des dizaines de milliers de guérilleros attaquèrent simultanément les lignes ferroviaires et les fortifications japonaises dans le Hebei et le Shaanxi. Bien que l'opération causa des dommages significatifs à l'ennemi, elle provoqua également des représailles massives contre les civils et conduisit à une escalade de la brutalité japonaise. Ce schéma se répéterait constamment. Les attaques communistes généraient des réponses disproportionnées qui affectaient principalement la population civile, tandis que les forces de guérilla se réfugiaient dans des bases montagneuses inaccessibles. Le PCC mit également en œuvre une politique radicale de réforme agraire dans les zones sous son contrôle. Ils redistribuèrent les terres, organisèrent des conseils populaires et établirent des systèmes de justice parallèles qui concurrençaient directement l'autorité du gouvernement central.
Cette stratégie consolida non seulement le pouvoir politique communiste, mais lui fournit également une légitimité croissante auprès de la paysannerie. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la coopération entre nationalistes et communistes se détériora progressivement. Les deux camps évitaient de partager des renseignements cruciaux, dissimulaient les mouvements de troupes et s'accusaient mutuellement de sabotage et de trahison. Le KMT alla jusqu'à bloquer l'accès aux approvisionnements pour l'armée rouge, l'empêchant de recevoir des armes et de la nourriture des missions alliées. De leur côté, les communistes promouvaient une propagande anti-impérialiste dans leur zone d'influence, dénonçant Chiang Kai-shek comme une marionnette des intérêts étrangers et une figure corrompue et incompétente. Cette guerre psychologique sapait constamment le moral des troupes nationalistes et alimentait le mécontentement populaire envers le gouvernement central. Le point de rupture survint en janvier 1941 avec la bataille de l'Anhui du Sud. Les troupes du KMT tendirent une embuscade à une colonne de la nouvelle 4e armée communiste se déplaçant vers le sud, tuant des centaines de soldats. Mao considéra cela comme une trahison impardonnable, et à partir de ce moment, le deuxième front uni fut effectivement brisé. Bien qu'il continuât à exister nominalement pour maintenir les apparences auprès des alliés occidentaux, même dans les dernières années de la guerre, alors que les Japonais commençaient à se retirer sous la pression alliée dans le Pacifique, communistes et nationalistes se positionnaient pour une future guerre civile. Les deux camps accumulaient des armes, consolidaient des territoires et recrutaient des forces en préparation de la confrontation inévitable qui suivrait la défaite de l'ennemi commun. La division interne eut des effets dévastateurs sur l'efficacité militaire chinoise. Alors que les nationalistes recevaient la majorité de l'aide étrangère, en particulier de la mission américaine dirigée par Joseph Stilwell, ils gaspillaient des ressources considérables en répression interne, corruption bureaucratique et confrontation avec leurs soi-disant alliés communistes. Les communistes, de leur côté, utilisaient leurs ressources limitées plus efficacement, mais évitaient délibérément d'assumer le fardeau d'un combat frontal intense, permettant au KMT d'absorber les offensives japonaises les plus dévastatrices. Cette stratégie préserva les forces communistes pour la future guerre civile, mais affaiblit l'effort national contre l'envahisseur. La population civile était prise dans cette toile complexe de loyauté conflictuelle. Dans de nombreuses régions, les paysans étaient forcés de choisir entre les camps. Collaborer avec les communistes pouvait signifier l'exécution par le KMT et vice-versa. Cette situation générait une méfiance généralisée, démoralisait de larges secteurs du pays et contribuait à l'effondrement de toute autorité centrale efficace dans de vastes zones rurales. Lorsque le Japon capitula en août 1945, la guerre civile qui avait été contenue sous la surface ressurgit immédiatement avec toute sa violence accumulée. Le KMT tenta de rétablir son autorité dans les zones libérées, tandis que le PCC se précipitait pour occuper les territoires abandonnés par les Japonais, en particulier dans la région stratégique de Mandchourie. Grâce à sa structure organisationnelle supérieure, son lien authentique avec les masses rurales et sa propagande antifasciste efficace, le Parti communiste émergea considérablement renforcé du conflit. Bien que le KMT ait supporté le poids des combats conventionnels les plus sanglants, l'usure prolongée, la corruption interne endémique et la perte progressive du soutien populaire le laissèrent vulnérable à la confrontation finale, sans alliés lorsque la Chine fut abandonnée. Bien qu'officiellement reconnue comme l'une des 4 grandes puissances alliées par Franklin D. Roosevelt, la Chine fut traitée pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale comme un allié périphérique, utile, mais non essentiel à la victoire finale. Bien que formellement incluse dans les conférences de direction et les plans stratégiques globaux, le soutien matériel et logistique qu'elle reçut était limité, inégal et systématiquement subordonné à d'autres priorités, en particulier le front européen et les opérations navales dans le Pacifique. L'entrée des États-Unis dans la guerre après Pearl Harbor fut accueillie avec un immense espoir en Chine. Chiang Kai-shek espérait que l'implication directe de la superpuissance occidentale transformerait radicalement l'équilibre des forces en Asie. Roosevelt, pour sa part, avait développé une vision grandiose de la Chine comme pilier du nouvel ordre mondial d'après-guerre aux côtés des États-Unis, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni. À la conférence du Caire en novembre 1943, la Chine fut formellement reconnue comme une puissance alliée majeure et il fut solennellement déclaré que le Japon devait être expulsé de tout territoire chinois occupé. Chiang Kai-shek devint même une sorte de célébrité politique exotique pour les Américains, avec des affiches de propagande représentant son image exposées sur le sol américain, tandis que sa femme Song Mei-ling s'adressa même au Congrès américain.
Cependant, au-delà du symbolisme diplomatique et des déclarations grandiloquentes, l'aide militaire effective était fragmentée et conditionnelle. Contrairement à l'Europe, où les troupes américaines débarquèrent en masse sur plusieurs fronts, la Chine ne reçut pas de présence directe de forces de combat terrestres significatives. La seule contribution militaire notable fut la création du groupe de volontaires américains, populairement connu sous le nom de Tigre volant. Cette unité aérienne, formée de pilotes officiellement retraités de l'armée de l'air américaine, opérait à partir de bases en Birmanie et au Yunnan sous commandement chinois nominal. Bien qu'ils aient obtenu des succès tactiques significatifs et fourni un boost de morale considérable, leur impact stratégique global fut limité par le petit nombre d'avions disponibles et les contraintes logistiques constantes. La géographie représentait un obstacle critique à tout soutien militaire massif. Après la chute de la Birmanie aux mains des Japonais en 1942, la seule route terrestre pour envoyer de l'aide à la Chine fut coupée. Les approvisionnements dépendaient alors de la Bosse traîtresse, une route aérienne extrêmement dangereuse qui traversait l'Himalaya de l'Inde au Yunnan. Les vols au-dessus de la Bosse affrontaient des conditions météorologiques extrêmes, des altitudes mortelles pour les avions non pressurisés, et la menace constante d'interception par les chasseurs japonais. La capacité de chargement limitée signifiait que seule une fraction des armes promises arrivait réellement. Pendant ce temps, Chiang luttait désespérément pour unir son front contre le Japon, faisant face simultanément aux pressions internes et à la menace communiste croissante. Les relations entre Washington et Chongqing devinrent dramatiquement compliquées avec l'arrivée du général Joseph Stilwell à la tête de la mission militaire américaine en 1942. Stilwell, un militaire pragmatique et notoirement direct, développa rapidement un profond mépris pour la corruption endémique du Kuomintang et considérait Chiang comme totalement dépourvu de vision stratégique compétente. De son côté, Chiang percevait Stilwell comme un émissaire arrogant, déterminé à interférer indûment dans les affaires internes souveraines de la Chine. Stilwell insistait pour réorganiser et former l'armée chinoise selon les normes américaines, mais il rencontra une résistance constante de la part des commandants nationalistes, réticentes à céder l'autonomie opérationnelle. Son insistance à déplacer certaines troupes chinoises en Birmanie pour combattre aux côtés des forces britanniques et américaines tendit davantage la relation. En 1944, à la suite d'une série de désaccords irréconciliables sur la stratégie et les priorités, Chiang demanda formellement le retrait de Stilwell. Roosevelt, craignant une rupture totale avec la Chine qui profiterait aux Japonais, accepta à contre-cœur de le remplacer. L'Union soviétique maintenait une relation plus directe, mais tout aussi ambiguë avec la Chine. Dès le début du conflit sino-japonais en 1937, Moscou fournit une aide militaire limitée au Kuomintang, avions de chasse, chars, conseillers techniques et formations spécialisées. Cette assistance fut cruciale dans certaines premières batailles telles que la défense prolongée de Shanghai et la résistance à Nankin. Cependant, après avoir signé le pacte de neutralité avec le Japon en avril 1941, l'Union soviétique évita soigneusement toute confrontation directe sur le front de l'Est qui pourrait compromettre sa position tout en faisant face à l'invasion allemande. Staline avait désespérément besoin de maintenir la paix en Asie pour concentrer toutes ses ressources sur la survie nationale contre le Troisième Reich. Tout au long de la guerre, Staline maintint une politique calculée d'équilibre entre le KMT et le PCC. Tout en soutenant officiellement le gouvernement de Chiang comme allié internationalement reconnu, il maintenait simultanément des lignes de communication secrètes avec Mao Zedong qu'il considérait comme un partenaire révolutionnaire potentiel pour l'avenir de l'Asie. Le Royaume-Uni avait une position particulièrement ambiguë concernant la Chine, conditionnée par ses intérêts coloniaux en Asie. Bien qu'il combattît formellement l'Axe, sa priorité absolue dans le théâtre asiatique était la défense de ses possessions coloniales, Inde, Birmanie, Hong Kong, Singapour et Malaisie. Londres craignait secrètement qu'une Chine renforcée et finalement unifiée puisse réclamer des territoires sous domination britannique. En conséquence, l'aide britannique à la Chine fut largement symbolique. La majeure partie des troupes impériales en Asie étaient concentrées en Asie du Sud-Est, et leur coordination opérationnelle avec les forces chinoises était minimale et fréquemment conflictuelle. À de multiples occasions, les Britanniques ignorèrent les demandes urgentes de Chiang pour un soutien logistique, craignant de compromettre leur propre position défensive. À chaque conférence alliée majeure, Casablanca, Téhéran, Yalta, la Chine était mentionnée dans les communiqués finaux, mais jamais véritablement priorisée dans l'allocation des ressources. L'effort principal était inexorablement dirigé vers l'Europe.
La défaite de l'Allemagne était considérée comme la clé absolue pour mettre fin avec succès à la guerre mondiale. Le front du Pacifique, bien que reconnu comme crucial, était conçu principalement comme une opération entre les États-Unis et leurs bases insulaires stratégiques, sans implication chinoise significative. Même les opérations majeures telles que le débarquement aux Philippines ou la capture sanglante d'Okinawa furent planifiées et exécutées sans aucune considération sérieuse de Chiang Kai-shek ou des forces nationalistes. Alors que le Japon commençait à se retirer systématiquement sous la pression alliée, les stratèges occidentaux décidèrent que cela ne valait pas l'effort d'ouvrir un nouveau front terrestre sur le continent chinois. La stratégie ultime consistait à isoler complètement le Japon par des bombardements stratégiques massifs et des blocus navals totaux, culminant dans sa reddition forcée par les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Cette négligence stratégique délibérée prolongea inutilement la souffrance en Chine. L'absence d'intervention alliée directe permit au Japon de maintenir ses divisions les plus brutales et expérimentées sur le continent, de continuer la répression systématique des populations civiles et d'extraire des ressources sans opposition militaire réelle jusqu'au dernier jour de la guerre, le jour du jugement, le naufrage japonais. Après près de 8 ans d'une guerre impitoyable qui avait dévasté la Chine et coûté des millions de vies, la fin arriva avec une rapidité qui surprit même les observateurs les plus optimistes. En seulement 3 semaines, en août 1945, une série d'événements interconnectés conduisit à l'effondrement complet de l'Empire japonais, altérant irréversiblement l'équilibre des forces en Asie et marquant la fin définitive du conflit sur le front de l'Est. Le 8 août 1945, remplissant les engagements pris lors de la conférence de Yalta, l'Union soviétique déclara formellement la guerre au Japon. Tôt le lendemain matin, plus d'1,5 million de soldats de l'armée rouge traversèrent les frontières de la Mandchourie, de la Mongolie et de la Corée, lançant l'opération dévastatrice Tempête d'août, l'une des offensives terrestres les plus rapides et les plus efficaces de toute la Seconde Guerre mondiale. La Mandchourie, occupée depuis 1931 et administrée comme l'état fantoche du Manchukuo pendant 14 ans, constituait le cœur industriel de l'Empire japonais sur le continent. La région abritait les principales usines d'armement, les raffineries de pétrole, les mines de charbon et de fer, et les centres de production chimique qui alimentaient la machine de guerre japonaise. Sa perte signifierait non seulement un coût stratégique, mais aussi l'effondrement économique de l'effort de guerre japonais. Les garnisons de l'armée du Kwantung, autrefois la force la plus prestigieuse et la plus redoutée de l'Empire japonais, n'étaient en 1945 qu'une simple ombre de leur ancienne puissance. Les meilleurs régiments avaient été transférés dans le Pacifique pour défendre les îles métropolitaines contre l'invasion américaine attendue. Les troupes restantes étaient mal équipées, en sous-effectif et dispersées dans des positions défensives inadéquates. L'offensive soviétique fut une démonstration magistrale de la guerre mécanisée moderne. En moins de 10 jours, les troupes de l'armée rouge balayèrent les positions japonaises, occupèrent des villes clés telles que Harbin, Mukden et Changchun et détruisirent systématiquement tous les vestiges du contrôle impérial en Asie du Nord-Est. L'opération comprenait l'utilisation coordonnée d'infanterie mécanisée, de divisions blindées, de parachutistes d'élite et de bombardiers lourds dans une symphonie destructrice de puissance militaire. L'armée rouge captura plus de 600 000 soldats japonais dans des batailles qui durèrent des jours, pas des semaines. Beaucoup de ces prisonniers seraient plus tard envoyés dans des camps de travail en Sibérie, où ils resteraient pendant des années dans des conditions rivalisantes avec celles que les Japonais avaient imposées à leurs propres victimes chinoises. Au même moment, les États-Unis menaient l'attaque la plus dévastatrice et psychologiquement écrasante de l'histoire militaire mondiale. Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay largua la première bombe atomique sur Hiroshima, vaporisant instantanément le centre-ville et tuant plus de 70 000 personnes en quelques secondes. Les températures à l'épicentre atteignirent des millions de degrés, transformant les êtres humains en ombre carbonisée sur les murs. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe atomique fut détonée sur Nagasaki, causant environ 40 000 morts immédiates et laissant des dizaines de milliers d'autres agonisant d'un empoisonnement radioactif qui les tuerait lentement pendant des mois et des années. Cette double démonstration de puissance absolue élimina toute illusion japonaise quant à la possibilité de négocier des conditions de reddition favorables. Le haut commandement militaire japonais était paralysé et divisé. Certains officiers fanatiques, en particulier dans l'armée, prônaient la résistance jusqu'à l'extinction nationale totale, préférant une mort honorable à l'humiliation de la reddition inconditionnelle. D'autres, menés par l'empereur Hirohito et des secteurs plus pragmatiques de la marine, comprenaient que la guerre était irrévocablement perdue
et que la poursuite du conflit ne signifierait que l'anéantissement complet du peuple japonais. Le 15 août, dans une émission radio-historique entendue dans toute la nation japonaise, l'empereur Hirohito annonça la reddition inconditionnelle de l'Empire. C'était la première fois dans l'histoire que la voix de l'empereur était entendue publiquement par son peuple. D'une voix tremblante, il parla d'une arme nouvelle et terrible, et de la nécessité d'endurer l'inendurable pour parvenir à la paix. Pendant que ces événements sismiques se produisaient, plus d'1 million de troupes japonaises restaient déployées sur le continent chinois, occupant des villes, des provinces rurales, des lignes de chemin de fer, des ports stratégiques et des centres industriels. La nouvelle de la reddition impériale généra une confusion et une peur généralisée, tant parmi les troupes japonaises que la population civile chinoise, qui avait subi 8 ans d'occupation brutale. En l'absence de forces alliées occidentales significatives sur le sol chinois, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek exigea immédiatement que toutes les garnisons japonaises se rendent exclusivement à l'armée révolutionnaire nationale, le bras militaire du Kuomintang. Cette demande avait de profondes implications politiques, car elle cherchait à établir la légitimité du gouvernement nationaliste comme seule autorité légale en Chine. Au même moment, le Parti communiste chinois, qui avait considérablement étendu son influence dans de vastes zones du nord et du nord-est pendant les années de guerre, tenta de s'emparer du contrôle de positions stratégiques clés avant que les forces nationalistes n'arrivent. Cette course, pour combler le vide laissé par les Japonais, sema les graines de la guerre civile qui éclaterait immédiatement après. Le processus de reddition fut chaotique, prolongé et fréquemment violent. Dans les grandes villes telles que Pékin, Tianjin, Shanghai et Guangzhou, les commandants japonais rendirent formellement leurs armes aux représentants officiels du KMT lors de cérémonies symbolisant la restauration de la souveraineté chinoise. Cependant, dans les zones rurales reculées et les régions frontalières, de nombreuses unités japonaises se dispersèrent simplement ou remirent leurs arsenaux aux forces communistes locales. Dans certains cas, des affrontements armés directs éclatèrent entre nationalistes et communistes pour le contrôle de dépôts d'armes, d'installations industrielles et de territoires nouvellement libérés. L'occupation japonaise avait laissé un vide de pouvoir que les deux forces chinoises cherchaient à combler selon leurs propres intérêts stratégiques. À la fin de la guerre, l'infrastructure de la Chine était complètement dévastée. Des villes entières avaient été réduites en décombres. Les terres agricoles étaient rendues inutilisables par les bombardements et les attaques chimiques. Les réseaux ferroviaires s'étaient effondrés et l'économie nationale était paralysée après 8 ans de pillage systématique. Les troupes japonaises en retraite laissèrent derrière elles des milliers de mines terrestres, des armes biologiques cachées et des prisonniers dans des conditions déplorables. Malgré les conditions dramatiques, l'annonce de la reddition japonaise fut célébrée avec une jubilation explosive dans toute la Chine libre. Des millions de personnes sont spontanément descendues dans les rues de Chongqing, Kunming, Chengdu et d'autres villes qui avaient résisté à l'occupation, agitant des drapeaux nationaux, tirant des feux d'artifice et rendant un hommage émotionnel aux millions de morts qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir la victoire. Chiang Kai-shek a officiellement déclaré la victoire totale de la Chine sur l'impérialisme japonais et a été internationalement reconnu comme l'un des grands vainqueurs alliés de la guerre mondiale. Cependant, cette victoire était largement symbolique. Le pays était physiquement et moralement épuisé, profondément divisé politiquement et au bord inévitable d'une nouvelle guerre civile qui déterminerait son avenir. Avec la capitulation japonaise et le retrait progressif de ses troupes d'occupation, le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale a été officiellement fermé après 14 ans de conflit. Mais pour la Chine, cela ne représentait pas une véritable clôture, mais plutôt une transition douloureuse. Au lieu de la paix tant attendue, le vide laissé par les Japonais a immédiatement déclenché une lutte féroce entre nationalistes et communistes pour le contrôle complet du pays. Une guerre civile qui allait durer 4 années supplémentaires et culminer avec la fondation de la République populaire de Chine sous la direction de Mao Zedong en 1949.